Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Kron et de Tsuka que vous connaissez, et également d'Ilan que vous ne connaissez peut-être pas. Ilan qui est traducteur, qui a traduit énormément de choses pour Miyazaki et Takahata, qui est un énorme spécialiste de l'animation japonaise, également un historien de cette animation. Et on va parler aujourd'hui des studios Ghibli, on va parler du Vent se lève, le dernier film de Miyazaki qui va sortir le 15 janvier 2014 en France, et on va également parler de la retraite annoncée de Miyazaki. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va commencer un petit peu par préciser, donc Le Vent se lève et sortira le 15 janvier 2014 en France, mais il est déjà sorti au Japon, et Ilan, tu as eu l'occasion de le voir. Il y a également une conférence de presse qui a eu lieu au Japon là récemment, et qui justement, au cours de laquelle Miyazaki a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Cette fois-ci, a priori, ce serait du sérieux. Donc c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, parce que déjà après Mononoke, il était censé avoir pris sa retraite, il est même parti du studio Ghibli pour monter sa petite structure, ensuite il est revenu, ensuite il a fait Chihiro, après Chihiro il est parti, enfin c'est vraiment compliqué. Donc déjà on va commencer par Le Vent se lève, qui est un film qui est un portrait, le portrait d'un personnage historique. Donc du coup c'est un peu inhabituel pour Miyazaki. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film ? Alors, Le Vent se lève, c'est un projet effectivement un peu sans précédent dans le travail de Miyazaki, puisque c'est le premier de ses films qui, plus encore que Porco Rosso, ne s'adresse pas du tout au public enfantin. C'est vraiment effectivement une sorte de fresque qui suit la vie ou la moitié de la vie d'un personnage de son enfance à l'âge adulte, sur une vingtaine d'années, peut-être un peu plus même. Et donc, c'est la première fois que Miyazaki suit un personnage de cette manière-là, sur un temps de fiction aussi long. C'est la première fois qu'il traite de personnages historiques, et pas n'importe lesquels, justement. Et donc, dans la lignée de ce qu'il a pu mettre en place dans ses films précédents, on retrouve vraiment une pratique très déliée de la fiction chez lui, mais cette fois, il ancre son propos vraiment dans l'histoire du Japon moderne, dans l'histoire de l'horreur, de la tragédie programmée, de cette espèce d'escalade dans la mondiale, voilà, exactement, la répression, puisqu'on sait que on parle, nous, de Seconde Guerre mondiale, donc c'est la guerre du Pacifique, c'est 39-45. Au Japon, on parle de la guerre de 15 ans. Donc la guerre, en fait, pour les Japonais, elle commence au début des années 30, avec les opérations qu'ils mènent sur le continent, en Mandchourie, dans la foulée, enfin, de toute une histoire. L'annexion de la Corée, c'est 1910 pour les Japonais. Donc il y a toute une histoire qui est vraiment sur des décennies et qui correspond effectivement à un mouvement de fond par rapport auquel Miyazaki a toujours eu un discours extrêmement net en termes politiques, en termes de perception de l'histoire, ce qui ne va pas de soi au Japon. Et là, avec cet objet, ce film un peu sans précédent dans son approche, dans ses angles d'attaque, on a l'impression, malgré effectivement une intention qui est très, très claire dans son propos, dans le discours qu'il tient sur le film, on a l'impression que cette vision, cette perception de l'histoire de son propre pays se brouille d'une certaine manière, et qu'il essaye de rattraper un certain nombre de choses, de les tirer peut-être effectivement d'une forme d'opprobre ou de relativiser les problèmes qui se posent dans l'histoire du Japon et qui très largement effectivement font partie d'un passé qui ne passe pas au Japon, c'est-à-dire que qui fait pas l'objet d'une perception, en particulier chez les jeunes générations. Il y a une sorte de blocage et de passage à vide, et du coup, le fait, pour quelqu'un comme Miyazaki, qui est né pendant la guerre, qui a dans sa prime enfance quelques souvenirs qui sont liés à la guerre, qui sont liés au bombardement, il y a une manière effectivement donc de prendre à bras le corps cet objet-là. On avait déjà quelques éléments de cette nature-là dans le château de Howl, par exemple, avec ces séquences de guerre, les bombardements, voilà, des images très très fortes qui sont liées à sa propre expérience. Et donc Miyazaki mêle des enjeux qui sont des enjeux historiques, des enjeux qui sont des enjeux de fiction, des enjeux de progression du récit, et des enjeux extrêmement personnels, les plus intimes qui soient. Toutes ces différents étages, il les mélange dans un objet qui, effectivement, une fois de plus, du coup, apparaît comme déroutant au premier abord, très fort sur le plan émotionnel, mais un objet, effectivement, problématique à bien des égards. Voilà.誰が風を見たでしょう。僕もあなたも見やしない。けれど木の葉を震わせて、風は通り抜けてゆく。風を翼を震わせて、あなたのもとへ届きませ。
震災の時本当にありがとうございました。里見直子と申します。 Et donc du coup, c'est un portrait, donc le portrait du créateur du chasseur Zéro, donc qui a été utilisé par le Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je crois que ce personnage historique s'appelle Horikoshi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui, de ce personnage? Alors Horikoshi, Jiro est né en 1903, je crois. C'est un de ceux qui effectivement, donc dès sa sortie de l'université, va être recruté, va devenir effectivement donc concepteur d'avions. Il a eu l'occasion de se rendre en Occident, de voir effectivement, il a été recruté par Mitsubishi, donc c'est les grandes Zaibatsu, les grandes entreprises de l'époque japonaise, mais qui sont liées effectivement aux lignées nobles des guerriers, etc. Donc qui sont aujourd'hui encore, on a bien sûr les automobiles Mitsubishi, mais à l'époque donc il y a aussi cette création d'avions. Très vite effectivement, donc il s'agit de développer des modèles d'avions qui vont servir pour l'armée. Les Japonais ont un retard qui est très important. Alors là c'est pareil, on a besoin je pense d'avoir un petit peu de vision contextuelle. Le Japon s'est ouvert à l'étranger dans la deuxième moitié du 19e. Le Japon est le seul pays d'Asie orientale à avoir évité la colonisation, à ne pas avoir été sous la coupe des grandes puissances de l'époque, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, qui à l'époque se partagent le monde, découpent effectivement, et donc que ce soit sur le continent, donc en Chine, en Asie du Sud-Est ou ailleurs, le Japon, grâce à un effort de modernisation qui est extrêmement important, et qui n'est pas simplement, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut toujours se dire, il y a des gens qui viennent s'inspirer, qui veulent copier. Non, il y a d'abord un effort de compréhension, d'appropriation, et finalement de dépassement. Et les Japonais, par exemple, dans le domaine de l'aviation, alors qu'ils avaient des moyens à la fois techniques et un arrière-plan, disons, en termes d'aéronautique beaucoup plus mince que n'importe quel autre pays avancé ou n'importe quel pays occidental, eh bien, ont réussi avec des moyens extrêmement limités à donner forme à des avions qui ont fait l'admiration, y compris effectivement donc des ingénieurs étrangers. Et ça, c'est typiquement, voilà, c'est ce savoir-faire-là, c'est cette force, ce talent-là, cette compétence que Miyazaki apprécie et qu'il essaye de mettre en avant. Il se dit, voilà, il y a la guerre, mais il y a là un type qui a réussi un tour de force en tant que tel, qui a un sens et qui peut être disjoint, découplé de l'usage qui va être fait de ces avions-là, pour qu'on partage une forme d'admiration de ce qu'il a fait. C'est marrant parce qu'en effet, le propos du film s'attache à ce personnage historique. Et donc, du coup, immédiatement, nous, on a une sorte de petit recul et de petite crainte par rapport au sujet même. Donc, c'est quelqu'un qui a contribué à l'effort de guerre du Japon, etc. Et en même temps, la première fois que moi j'ai eu vent un petit peu du pitch du film, ça m'a pas surpris. Parce que les avions, tout ce qui est objet volant, ça a toujours été un truc qui a fasciné Miyazaki, qui se retrouve dans tous ses films, mais même genre Totoro. Totoro, il se met à voler dans tous les sens, tu le vois frôler les herbes, c'est quelque chose que tu vois dans tous ses films. Dans le château ambulant, dans le château dans le ciel, tu l'as vraiment partout. Et dans Nausicaa également. À la fois dans sa représentation des gens qui volent à travers l'élément air, et à la fois les machines, les flaptères de Nausicaa, ou que ce soit dans tous les deux. Donc il a une fascination pour quelqu'un qui vole, que ce soit par des pouvoirs ou par une machine. Il avait même fait des bandes dessinées dans des magazines d'aviation, notamment. Il a fait des carnets de croquis entiers sur ces machines volantes. Et donc du coup, comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Est-ce qu'il va romancer un petit peu cet effort de guerre, cette partie historiquement complexe? La partie historique n'est pas romancée, mais ce qui est romancé, c'est le personnage. Le personnage principal, qu'on voit ici, donc c'est donc Horikoshi, il est appelé donc Jiro dans le film. C'est un mélange en réalité. Miyazaki fait une pirouette qui lui permet de fictionnaliser le tout. Il mélange. Kazetachinus, c'est le titre, donc le vent se lève, c'est tiré d'un vers de Paul Valéry à la base. Et c'est le titre d'un récit d'un écrivain qui s'appelle Hori Tatsuo, un écrivain donc contemporain de Horikoshi, un écrivain du XXe siècle, un écrivain très romantique, qui a écrit donc sur sa rencontre et sur la séparation qu'il a connue avec sa femme qui souffrait de la tuberculose. La tuberculose était une maladie qui a sévi de manière très importante, qui a effectivement qui était fatale et jusqu'au Japon dans l'après-guerre. Hein. C'était déjà aussi dans Totoro, où la un petit maman peu, tout à fait, avait la tuberculose. après la guerre, effectivement. Ouais. Et donc, factuellement, jusqu'aux années 50, il y a des gens qui souffrent de la tuberculose, et donc c'est une maladie qui a été éradiquée plus tôt dans les pays occidentaux,
Au Japon, ça va prendre plus de temps. Et donc, ce texte qui est traduit en français, hein, le vent se lève de Hori Tatsuo, finalement, Miyazaki mélange les figures en termes biographiques, à la fois le parcours de Horikoshi, qu'il connaît bien, qu'il a étudié, et puis la figure donc de Hori Tatsuo pour cet amour insensé, cet amour romantique, idéalisé, qui va mettre en scène entre son personnage et une jeune fille, dont il va dépeindre donc le caractère à la fois très déterminé, très beau, très idéalisé bien sûr, mais aussi effectivement sa lutte contre la maladie et la fatalité finalement de la séparation. Voilà. Donc le trailer de 4 minutes a été diffusé et donc il a touché énormément de gens, je crois que vous l'avez vu également. Vous en avez pensé quoi? C'est forcément très beau techniquement, on voit de suite que c'est très très beau artistiquement, c'est un style, tout à fait. Après évidemment c'est un trailer aussi qui est fait pour appâter le chaland, quoi, pour émouvoir, mais aussi qui montre quelques scènes spectaculaires, un tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est incroyable. Donc c'est le grand tremblement de terre de 1923, je crois. Je pense que ça qui avait également marqué Kurosawa, qui avait vu des cadavres qui flottaient un petit peu dans l'eau, etc., alors qu'il était accompagné par son grand frère. Et c'est quelque chose qui était vraiment marquant pour lui, qui a marqué beaucoup de Japonais. Et cette séquence dans le trailer est d'autant plus impressionnante que finalement, c'est la seule qui peut se rapprocher de quelque chose qui soit un peu inhabituel. Il n'y a pas de fantaisie, du coup, il n'y a pas d'univers magique dans son dernier film. Donc la séquence où on voit la Terre qui se soulève et tout, elle est non seulement bien animée, mais en plus, dans le reste du trailer, après, c'est des scènes de vie plus classiques. Et sinon, la chanson, moi, je suis tombé amoureux directement de la chanson. La chanson a un impact très important. Apparemment, elle colle parfaitement à la fin du film. Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement? La chanson, donc Arai Yumi, c'est cette chanteuse très très connue au Japon, vraiment, qui a vraiment, sur 5 décennies, a sans cesse caracolé en tête des hit parades japonais. C'est une chanteuse donc, dont le premier album qui portait le nom Hikokugumo. Hikokugumo, ce sont les lignes que laissent les avions derrière la piste. Voilà. Et donc c'est une chanson qu'elle a composée à l'âge de 16 ans et qui donne son titre à son premier album en 73. Voilà. Donc c'est vraiment une chanson sur un personnage féminin, une jeune fille qu'elle connaissait, qui est morte dans son enfance, et elle parle d'elle à la troisième personne en évoquant effectivement ce côté un petit peu à part, ce côté éthéré, cette fille qui vivait dans un monde effectivement que les autres ne pouvaient pas comprendre. Et donc avec cette image-là, effectivement, donc ces traces dans le ciel, dans le prolongement d'une pente comme on trouve beaucoup au Japon. Et donc elle raconte, c'est une chanson qui est à la fois très marquante émotionnellement, mais parce qu'elle est finalement dans un discours indirect. On sent que elle parle de la mort très jeune de cette fille, et en même temps, elle dit quel pouvait être son bonheur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rattaché au film de manière très tardive. Ça a été le cas à la fin de l'année dernière. C'est Suzuki, le producteur, qui a proposé donc à l'occasion d'une rencontre publique avec Matsuto Yami, donc c'est Arai Yumi, elle a changé de nom en cours de route, qui lui a fait la demande en cours de comme ça de talk show à deux, puisqu'elle avait déjà fourni des chansons pour le Kiki la petite sorcière, les 2 chansons, le générique et la theme song, qui sont de très belles chansons aussi, avec la guitare de manière très très légère comme ça, c'est la folk song japonaise, hein. Et donc c'est lui qui lui a demandé à 6 mois ou 8 mois de la sortie du film la possibilité d'utiliser cette chanson que Miyazaki connaissait à l'époque déjà bien sûr, mais qui s'est retrouvée comme par un effet de boomerang. Il y a des rencontres comme ça miraculeuses qui se produisent, et c'est vrai que cette chanson a un impact vraiment considérable. Et c'est celle qu'on entend donc sur les images du trailer en 4 minutes. Et le montage même du trailer vraiment colle vraiment avec ces différents motifs de la chanson, c'est-à-dire ce qu'un personnage, un adolescent ou une adolescente condamnée peut voir et que les autres ne voient pas, par exemple. Donc du coup, très brièvement, oui. Donc toi tu es le seul là, parmi nous à avoir vu le film. Oui. Tu as aimé le film? Alors ça, c'est toujours une question un peu compliquée. Moi, c'est une question que je me pose de moins en moins en fait. Ouais. C'est-à-dire que les questions de goût personnel, je suis sorti du film, mais je suis pas sûr que ça soit très intéressant, mais bon, je suis sorti du film avec vraiment beaucoup de scepticisme, beaucoup de doutes, parce que ce film pose vraiment une foule de problèmes historiques, presque éthiques, je dirais. Et donc, comme souvent chez Miyazaki, mais comme souvent chez maintenant beaucoup de réalisateurs japonais en dessin animé, on est dans une logique où la dimension émotionnelle est la seule qui compte parfois. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est de mettre en place un dispositif qui va permettre d'emporter l'adhésion du spectateur, de l'entraîner sur une montagne russe avec des moments absolument
éclatant comme ça d'impact, avec des scènes où le spectateur est en larmes, mais ça fait partie beaucoup des réactions des spectateurs japonais. C'est-à-dire que soit, d'une part, il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans le film, donc ils sont sortis en larmes, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps à différents sens, à différents étages émotionnels, à différents moments du film. Et puis il y a ceux qui n'ont pas réussi à grimper dans le wagon, et qui disent, voilà, ce film-là, non, c'est un film ennuyeux, c'est un film, on ne sait pas envers quel personnage éprouver de l'empathie, parce que le personnage de Horikoshi tel qu'il est dépeint là, ce mélange donc entre un personnage historique d'ingénieur et une sorte d'adolescent idéalisé dans sa rencontre amoureuse, il est entre deux, clairement. Et c'est un personnage qui est très effacé, pour lequel c'est Anno Hideaki qui fait la voix, donc il a une manière de lire son texte qui est complètement impersonnel, il est pas du tout doubleur à la base, évidemment, Miyazaki voulait l'avoir pour cette raison précise, et pour lui ça marche. Maintenant il y a beaucoup de gens pour qui ça marche pas du tout, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc tout ça fait que, Miyazaki, ça fait longtemps qu'il fait appel à des doubleurs qui sont pas des doubleurs spécialistes du dessin animé, à des acteurs, à des gens qui sont parfois, qui n'ont rien à voir. Là par exemple dans ce film-ci, il y a un personnage allemand, qui est doublé par Steven Alpert. Steven Alpert, c'était le responsable des droits à l'international au studio Ghibli. C'est lui qui a négocié l'accord de distribution avec Disney en 96. Ensuite, il est passé à la tête des droits internationaux à Ghibli et il est parti du studio en 2011. Donc il a passé une quinzaine d'années chez eux. Et en fait, ils l'ont rappelé pour qu'il fasse la voix de ce personnage. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit, c'est ce monsieur-ci, le personnage allemand. Donc il parle en japonais avec un accent qui n'est pas tout à fait japonais. Évidemment, il n'a rien d'un doubleur, c'est absolument pas un doubleur, mais il a une tonalité, il a quelque chose, une couleur vocale. Miyazaki se réclame beaucoup d'un cinéma qui n'est pas celui, effectivement, le monde, le show business japonais tel qu'il existe aujourd'hui. On n'a pas besoin de se pencher spécifiquement sur le personnage de dessin animé pour voir qu'il y a vraiment une sorte de... comment dire, il y a vraiment des types qui sont très très forts. Donc c'est très stéréotypé. Ouais. Les voix de dessins animés sont très très stéréotypées. Et les voix des acteurs, des comédiens, même ceux qui font les shows télévisés par exemple, ont aussi une élocution qui est très très stéréotypée. Et donc ça c'est quelque chose qui lui ne lui convient pas du tout. C'est tellement différent de ce dont lui avait l'habitude. Et lui, ce dont lui a l'habitude, c'est les films de cinéma. C'est les acteurs de cinéma des années 50, des années 60 encore éventuellement. Et donc c'est une autre diction, c'est une autre présence. Et c'est ça qui lui importe. Et donc il va chercher en dehors des voix. Alors le problème pour moi n'était pas du tout lié aux voix. C'est vraiment une question de représentation de l'histoire, de responsabilité. Miyazaki décrit en filigrane ou en arrière-plan cette marche forcée à la guerre par les militaires. Et puis il décrit ces personnages qui sont donc ce personnage d'ingénieur, l'allemand avec lequel il va partager quelques discussions dans une espèce d'îlot, la montagne magique de Thomas Mann. Donc c'est dans les hauteurs, à l'abri des troubles de ce monde. Et en fait, les personnages devisent sur la marche à la guerre. Il y aura la guerre à moins que quelqu'un arrive à l'arrêter. Enfin, on a une espèce de côté très spectateur, complètement détaché des réalités du monde, comme si les personnages eux-mêmes étaient complètement démunis. Ils sont dédouanés d'avance de toute responsabilité à l'intérieur de cette histoire qui est complexe. Il ne s'agit pas de dire que c'est des criminels de guerre, mais il s'agit de se dire qu'ils sont pas tout blancs non plus, certainement pas. Or, la manière dont Miyazaki les idéalise, comme il idéalise toujours ces personnages, pose le problème ici que dans le cadre, le contexte réel à partir duquel il démarre, il y a un décalage. Là, il y a quelque chose qui reste irréductible à mon avis. D'accord. Voilà. Complexe. Et donc du coup, le film a fait un petit peu débat, a priori. Oui. Et des deux côtés, quoi, la gauche et la droite japonaise se sont un peu tapés dessus, et ont un peu tapé sur le film plutôt. Donc c'est assez compliqué, c'est assez aberrant. Et je crois qu'il a... Normal, hein, maintenant Miyazaki, il a 72 ans, il est vieux, il a un sacré background derrière lui, il est peut-être un petit peu fatigué, il est déjà parti plusieurs fois, et donc là maintenant il a annoncé sa retraite. Est-ce que le fait qu'il annonce sa retraite, c'est également lié à l'accueil du film, ou est-ce que c'est complètement détaché de tout ça? Il a fait une conférence de presse au Japon justement pour annoncer sa retraite. Quels sont pourquoi il prend sa retraite maintenant? Est-ce que c'est vrai cette fois-ci? Quels sont les arguments un petit peu développés durant cette conférence? Il a commencé, donc d'abord il y a une annonce au Festival de Venise, qui a été fait par le président du studio. Et voilà, donc ça a été l'effervescence pendant quelques jours avant que Miyazaki lui-même s'exprime. Ce qu'il a fait au bout d'un moment, apparemment, c'était compliqué d'organiser le tout parce que Miyazaki voulait dire non, je peux faire ça dans un petit studio, dans mon atelier, tout ça. Mais non, ça on t'aura assez jamais. Et ça prend des proportions énormes. On voit la conférence de presse que ça a été avec des centaines, avec des centaines de journalistes complètement internationaux. Il y a toute la presse japonaise et
t'entendre durant la conférence, qui a duré 1h30, de Chine, des Russes, de Coréens, des Russes, des Italiens, des Français. Donc vraiment une grosse conférence de presse. Et le truc, c'était vraiment coincer Miyazaki pendant tout ça. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais après, voilà, c'est tout, quoi. L'idée, c'est la fenêtre d'expression, elle était limitée à ça. Centralisée. Mais franchement, il n'y a pas eu beaucoup de questions relatives à cette polémique en particulier. Tout à fait. Et au final, bon, les raisons, apparemment, du retrait de Miyazaki, enfin, de sa retraite de réalisateur, c'est simplement pour lui, c'est son âge, hein. Effectivement, il a mis 5 ans à faire Je crois qu'il a des soucis aux yeux. Genre, à l'issue de Princess Mononoke, où il a dû checker tous les cellulos, etc., maintenant, il voit moins bien. Il dessine moins vite. Le problème, c'est qu'il est réalisateur, mais il est aussi dessinateur. C'est lui qui fournit le storyboard et beaucoup d'images de référence pour ses films, donc il dessine toute la journée. Maintenant, il dessine moins vite. Il a 5 ans pour faire son dernier film. Il a dû faire un petit calcul. Il a expliqué un peu qu'il mettrait sans doute plus de 5 ans pour faire encore un autre film et qu'il n'est pas sûr d'y arriver. Ouais. Bon, ça, c'est l'explication un peu binaire, mais il va continuer à travailler au studio. Il va revenir tous les jours, mais il fera plus de long métrage. Donc, on imagine qu'il va continuer à collaborer, mais on verra plus de long métrage. Il a été très précis sur sa manière de travailler et sur se dire moi, j'ai une manière très à moi de travailler et personne d'autre peut la comprendre. Donc, il n'y a que moi qui peux faire mon travail. Et il a bien senti que sur chaque film, il pouvait moins s'atteler à sa table de travail chaque jour. Donc, ça dure plus longtemps à chaque fois. C'est simple, si on calcule. Il y a le Chihiro, c'est 2001. Le château de Howl, c'est 2004, ça fait 3 ans sur le film. Ensuite, Ponyo, c'est 4 ans, 2008. Et là, c'est 5 ans. Donc, chaque film lui demande 1 an de plus. Sachant que maintenant, il collabore un petit peu aussi. Il a collaboré sur La colline de Coquelicot. Oui, donc, il fait d'autres choses. Mais il est un petit peu impliqué sur d'autres choses, mais en même temps, ce temps-là ne peut pas se réduire. C'est-à-dire qu'il est effectivement, il y a une extension du temps physique dont lui a besoin pour pouvoir effectivement mener à terme un projet de long métrage. Voilà. Quelles que soient les tâches qu'il assure par ailleurs et qui sont aussi des éléments ou des activités annexes ou alternatives qui font partie d'un processus qui est nécessaire pour lui. Mais ce temps-là, donc il me dit, si je fais un prochain film, j'en ai pour 6 ans ou 7 ans, et donc j'arriverai à l'orée des 80 ans, et c'est pas raisonnable de planifier sur 6 ans ou 7 ans, effectivement. Là, un de ses arguments auxquels il s'est raccroché, malgré les questions des journalistes pressantes, c'est dit non, je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir. Donc je ne vais pas vous dire ce que je vais faire à l'avenir, parce que si je dis quelque chose, je ne vais pas m'engager. Moi, maintenant, j'ai ma liberté. C'est quelque chose qu'il a dit beaucoup. Maintenant, c'est libre. Et j'ai fait une déclaration écrite, parce que c'est plus simple à donner aux journalistes. J'ai donné un papier, comme ça au moins c'est écrit noir sur blanc. Et donc plusieurs fois, ça a été, mais qu'est-ce que vous allez faire après? Il dit non, j'ai plein de choses que je veux faire, mais je ne vais pas le dire là tout de suite. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que de toute façon Miyazaki lui-même effectivement est dans une forme de fluctuation, et ça c'est difficile de le saisir correctement. C'est-à-dire que après Mononoke, effectivement, chaque film le laisse complètement exsangue. Il a besoin effectivement d'une période qui va lui permettre de récupérer. Il avait pris sa retraite en 97 après Mononoke. Il avait construit son petit atelier à une centaine de mètres du studio. Et puis, il n'a pas tenu très longtemps, faut dire. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la disparition du principal animateur qui pouvait prendre la relève de Takahata Miyazaki. Il s'est senti obligé de revenir. Bon. En même temps, chacun de ses films a toujours été, à ses yeux, il s'y attelait comme le dernier. Et c'était le cas dès son premier film, Le Château de Cagliostro, dont on voit l'affiche là, qu'il a fait en 79. À l'époque, il le disait dans la conférence, on était à une époque où on se disait, mais on a peut-être une chance dans sa vie, une fois, de faire un long métrage. Donc il a tout donné sur ce film-là. On se disait, 4 mois et demi, il a réalisé ça. Et ensuite, il a eu d'autres possibilités de faire des films, mais il disait, on ne peut pas exiger la même chose des animateurs. Là, on était dans un cas limite dès le départ, une sorte de cas qui pouvait être unique, et ça n'aurait pas été du tout surprenant que ça se termine de cette manière-là. Donc chaque film est une aventure, et ça a été longtemps le cas du studio Ghibli en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a eu jusqu'au milieu des années 90 un studio qui était dans une perspective de coût. On faisait des coups. Chaque film était un coup, une sorte de, pas un coup d'état, mais et le producteur disait si ça marche, on continue, si ça marche pas, on arrête. Voilà, c'est all-in. Le métrage, c'était all-in, c'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, le studio s'arrête, tout le monde arrête de bosser, et si ça marche, on peut continuer. Et ça, c'est une déclaration assez célèbre de Suzuki qui disait j'ai pas le plan B, quoi.
Et ça c'est une époque. C'est-à-dire ça marche pas. qu'au bout d'un moment, ça n'a plus été possible. Effectivement, et à partir du milieu des années 90, après Pompoko notamment, il y a un changement d'orientation du studio. C'est-à-dire que ils peuvent plus être dans une logique de se dire voilà, on gagne et on remet pas le titre en jeu. Ils ont été contraints petit à petit d'assumer et donc d'assumer une forme de continuité. C'est le cas aussi des gens du studio. C'est-à-dire que Miyazaki, il faut comprendre, il y a toutes sortes de motivations personnelles, individuelles ou intimes qui le poussent à partir maintenant. Et d'autres considérations le ramèneront peut-être à l'avenir. Mais l'une des considérations essentielles, c'est que c'est un studio où il y a 150 personnes dont le travail dépend de lui quand même de manière importante. Et donc il a une responsabilité vis-à-vis de ces 150 personnes qui ont travaillé avec lui sur des années ou des décennies. Il peut pas dire bon ben au revoir, je m'en vais n'importe quand. Il y a un temps pour le faire. Et donc Miyazaki a senti effectivement donc le franchissement d'un palier, je dirais, durant la production du film. Il en a parlé au producteur. Ils ont décidé que c'était là un moment pour s'arrêter. Ils en ont parlé, ils ont annoncé début août au studio d'abord, parce qu'effectivement, la collectivité, ce que représente cette société, l'avenir de cette société, dépend aussi des gens qui forment le personnel de cette compagnie, les talents qui sont réguliers. C'est une manière de les mettre face à une réalité qu'il va bien falloir qu'ils acceptent à un moment donné, effectivement. Et donc, il y a des moments comme ça où il y a une conjonction de considérations qui rendent la chose possible. Et là, c'était le cas. Donc, indépendamment effectivement de la fatigue de Miyazaki, qui n'est pas la même évidemment qu'il y a 15 ans ou il y a 10 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus fort maintenant. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, il dit j'ai fait mon entrée dans l'âge de la vieillesse, je suis dans la piétaille des vieillards, je suis dans les petits jeunes parmi les vieillards, mais je suis rentré dans cet âge-là. Donc, voilà, il assume cette situation-là et ses limites, et il a envie, dans le temps qui lui reste, de consacrer ses forces à des choses qui le motivent, qu'il n'a pas envie d'annoncer maintenant, mais c'est clair qu'il va faire plein de choses. Il ne va pas rester désœuvré. Il ne va pas arrêter de dessiner du jour au lendemain. Bien sûr que non. D'ailleurs, il réalise des courts-métrages pour le musée de Ghibli depuis plusieurs années déjà. Et après, on peut se dire aussi, mais à mon avis, si Takahata est en train aussi de faire un film en ce moment, et je suis pas sûr qu'il fasse une conférence de presse après. Non, mais on peut imaginer que comme ça fait 14 ans que Takahata n'a pas réalisé de film, ça sera aussi son dernier celui-là. En fait. C'est vrai que là, pour juste... Ouais. Vas-y. Non, parce qu'en fait, souvent, il y avait un Miyazaki, un Takahata, c'était un peu une dynamique pour eux deux. Oui. Et donc là, en fait, le fait que Takahata arrête bientôt, c'est peut-être aussi pour... on ne sait pas, pour Takahata, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y avait une vanne de Miyazaki qui disait je lui ai proposé de venir avec moi à la conférence, mais il n'a pas voulu. Lui, il a envie de continuer. Son film est terminé, qui a été reporté, qui a du retard. Non, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que Miyazaki a besoin... il fait pas ça de gaieté de cœur non plus, je pense. Le fait de se dire il faut qu'on fasse une conférence de presse, le timing aussi a fait l'objet d'un choix tout à fait particulier par le producteur, mais Takahata n'est pas dans cette logique-là. D'une part, son film n'est pas terminé, mais même qu'il arrête ou qu'il n'arrête pas, il ne va pas faire une conférence de presse là-dessus. Miyazaki, d'une certaine manière, ne peut pas faire l'économie. Miyazaki s'exprime très peu dans les médias. Il a été, après Princesse Mononoke, qui a été vraiment une sorte de franchissement d'un palier. Porco Rosso, c'est 3 millions de spectateurs. Princesse Mononoke, c'est 14 millions. Donc voilà, on gagne un zéro de plus. Et donc... d'une certaine manière, il a cessé de s'exprimer dans les médias après ce film-là. Il s'est exprimé de manière beaucoup plus restreinte, beaucoup plus limitée. Et donc, il y a une demande qu'on a bien sentie au moment de la conférence. C'est-à-dire que les médias étaient là pour lui poser toutes les questions les plus stupides possibles. Aimez-vous l'Italie? Aimez-vous les pâtes? Que sais-je? Enfin, voilà, n'importe quoi. Mais là, ils avaient l'occasion de lui poser une question, donc il fallait absolument poser une question. Donc c'est triste parce que du coup, lui, il a pris ce temps-là pour répondre effectivement à des questions qui auraient pu être peut-être aussi plus profondes, plus réfléchies. Il a joué le jeu, il a répondu de manière honnête, je dirais, à la plupart des questions. Ce qu'il ne voulait pas dire, il ne l'a pas dit. Mais il a dit, voilà, j'assume de ne pas le dire. Comment dire? Il assume le fait qu'effectivement, cette rareté dans les médias qui fait de chacune de ces apparitions un événement, fait qu'il y a une espèce de soif des médias vis-à-vis de lui. Donc c'est une manière, sous une fenêtre unique, d'assumer tout ça et de dire, voilà, on passe à autre chose. Takahata, lui, n'a pas besoin de ça. On ne sait pas si c'est son dernier film ou pas. C'est possible, effectivement, en termes d'âge, etc. Maintenant, ça, ce sont des... Il est moins attendu aussi. Peut-être, mais en tout cas, il a peut-être moins besoin de faire des films. Mais Takahata n'est pas dans un besoin de faire des films comme peut l'être Miyazaki. Miyazaki a besoin de faire des films. C'est quelque chose qui est en lui et qu'il a besoin d'exprimer. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça pendant 50 ans, de 63 à 2013. Donc, c'est pas maintenant qu'il va arrêter de faire des films. Alors que Takahata peut considérer qu'il a assez travaillé, qu'il a donné assez de choses à l'animation japonaise, et je pense qu'on peut en convenir assez facilement. Takahata, Le Tombeau des Lucioles, Pompoko, ensuite Nos voisins les Yamada, c'est un grand monsieur. Et en fait, c'est vrai que les studios Ghibli, on les associe à deux noms. On associe les studios Ghibli à Miyazaki et Takahata. Si Miyazaki part, Miyazaki, c'est lui qui a fait les plus gros succès du studio.
Clairement, il y a une problématique de succession. Et on a l'impression qu'il a toujours eu du mal, en fait, à trouver ses successeurs. Son fils a été propulsé un petit peu, à un moment donné, est devenu réalisateur, mais c'était compliqué. On sent que c'est compliqué de lâcher les rênes comme ça du studio. Et c'est un peu une problématique pour le studio même. C'est un peu comme si Nintendo annonçait le départ à la retraite de Miyamoto. Clairement, les fans derrière, il y aura beaucoup de questions qui vont se poser. C'est pareil pour Studio Ghibli et le départ programmé là, de Miyazaki. C'est complexe. Il faut un plan B, un plan C, un plan D là, pour continuer. Mais la particularité du studio Ghibli aussi, c'est que tout le style c'est une école d'animation à part entière. Enfin, c'est la façon d'animer un Miyazaki, c'est propre au style de Miyazaki. Ouais. Donc il y a un souffle que seule la présence de Miyazaki sur un film peut On le voit pousser. bien. Enfin, les animateurs, ils sont poussés par le réalisateur, son style. On le voit bien sur les films qui sont justement du studio Ghibli, qui ne sont pas réalisés par Miyazaki. Il y a une différence très nette, effectivement, en termes de densité visuelle. Ça, c'est vraiment là où il a un rôle essentiel, effectivement. Il sait ce qu'il veut et il fait le nécessaire pour l'obtenir. Et ça évolue en cours de route. C'est-à-dire qu'il y a un échange, une sorte de combat avec les animateurs qui les amène à proposer des choses ou l'amène lui à modifier sa vision pour aller au-delà parfois de ce qu'il lui-même imaginait au départ. Et donc il y a vraiment chaque plan, a ses enjeux d'un point de vue visuel qui sont propres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas effectivement dans les films réalisés par le fils Miyazaki ou même par les autres réalisateurs au sein du studio. Ça peut Coquelicot. Hein. En fait, ce qui est marrant, c'est que entre Terre et Mer et Coquelicot est quand même un peu plus soigné, un peu plus épique, des fois dans l'acting des personnages, mais parce que Miyazaki était associé à Coquelicot. Il a travaillé avec son fils un petit peu. La colline des coquelicots. Non, mais c'est déraisonnable d'en attendre la même chose que les films de Miyazaki. Ce que lui insuffle à ses films, c'est ce que disait Manu tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'unique. Il y a vraiment une alchimie. Et Takahata en parle bien dans son texte en 96. Il parle des flamèches ou des étincelles d'Eros, effectivement, qui portaient à leur zénith, amènent à l'incarnation d'un idéal. C'est le fait vraiment qu'un idéal va prendre chair et exister devant nous sous forme dessinée. Et ça, en soi, c'est effectivement un tour de force qui est le propre de Miyazaki. La manière dont il le fait, il n'y a que lui qui le fait comme ça. C'est-à-dire, ça, il faut s'en faire une raison. Voilà. Et moi, il y a un truc qui me marque, et je trouve ça très bien pour les studios Ghibli, c'est jusqu'à maintenant, si je dis pas de bêtises, ils n'ont jamais fait de suite. Alors, tu vois, par exemple, un studio comme Pixar, donc Pixar qui a fait également des œuvres extrêmement marquantes, extrêmement avec beaucoup de profondeur, avec un vrai propos, avec quelque chose qui te touche émotionnellement, que tu n'oublies pas, un objet que tu n'oublies pas. Et aujourd'hui, ils rentrent dans une espèce de machine commerciale, et ils commencent à faire des suites, donc c'est bien ou pas bien, mais quelque part, il y a quand même une petite déception, puisqu'on a plus cette fraîcheur et cette remise en question, et cette prise de risque. Donc avec un film comme Up, là-haut, moi c'est vraiment ce type de film, je compare à ce que peut faire les studios Ghibli. Émotionnellement, ça te transporte, mais vraiment c'est impressionnant. À chaque fois, c'est un nouvel univers, une nouvelle. En même temps, c'est un petit peu plus compliqué, je dirais, parce que chez Pixar, aussi, à la fois chez Ghibli et chez Pixar. Chez Pixar, il y a certaines suites qui sont des suites réussies, les Toy Story 2, Toy Story 3. Carrément, bien sûr. Il y a des suites qui ne sont pas réussies. Et puis du côté de Ghibli, enfin moins réussies peut-être que les originaux, il y a aussi des suites. Il y avait eu Le Royaume des Chats, qui était une sorte de spin-off à partir de Mimos Makeba. C'est vrai. Il y a eu un court-métrage une suite de Totoro qui a été faite pour le musée. Et c'est pas visible en dehors, et ça sont des failles dans le mur. Ouais. C'est des choses qui sont des petits coins enfoncés dans le. Des rumeurs de Porco Rosso 2. Oui. Et aussi de Nausicaa 2 récemment. C'est-à-dire que Miyazaki a laissé entendre. Oui, mais il est revenu sur ce point justement dans sa conférence très clairement en disant non. Cette fois c'est bon, on arrête des bêtises, c'est non. Donc du coup, et concrètement, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des studios Ghibli avec le départ de Miyazaki? Ah oui, parce que là, si on suppose que Takahata ne fera pas d'autres films à l'avenir, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus de nouveaux films, ni par Miyazaki, et on a l'impression ni qu'il n'y a par pas de Takahata. relève dans l'absolu. Et non, il n'y a pas de relève. Et c'est aussi un relève, il faut une relève au niveau quelqu'un qui soit assez fort pour amener de nouveaux univers, et aussi pour pousser les animateurs à garder ce niveau d'animation. Ce que je me dis, c'est que aussi, ça pourrait, le départ de Miyazaki peut aussi laisser du champ libre à certains créatifs qui n'ont pas su trouver leur place à Ghibli dans le passé. On pense à Osoda, qui a essayé d'aller chez Ghibli et ça n'a pas marché. C'est Suzuki qui allait chercher, c'est un peu compliqué. C'est Suzuki qui allait solliciter les gens de Toei pour qu'ils leur mettent à disposition Hosoda qui était à l'époque metteur en scène chez Toei. Et ça n'a pas marché pour des raisons sur lesquelles on va pas revenir. Effectivement, la quadrature du cercle de la relève à Ghibli date déjà de la fin des années 80. Donc ça fait une longue histoire d'expérimentation. Et donc, l'inquiétude, je sais pas, moi, il faut qu'on se dise que toutes les histoires ont une fin
Et si on regarde l'exemple de ce que sont devenus les studios Disney, par exemple, après la disparition de Disney en 66, c'est une autre page, c'est une autre histoire. Et donc, l'ambition qui était celle des studios n'a jamais été la même, effectivement, que ce soit des années 40, les années 60, les années 80 ou les années 2000. Est-ce qu'il faut souhaiter que le studio Ghibli, après la disparition de les deux réalisateurs qui sont fondateurs de cette structure, se poursuivent? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est-à-dire que c'est une voie qui est possible, hein. C'est compliqué parce que du coup, sur les studios Ghibli, j'ai l'impression qu'il y a quand même un style qui est celui de Miyazaki. Et à chaque fois qu'ils ont essayé d'autres choses, par exemple Takahata a essayé avec nos voisins les Yamada de faire quelque chose de complètement différent visuellement. Et enfin, commercialement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est un film clairement culte, mais je crois qu'à l'époque de sa sortie, ça... Il a coûté très cher aussi. Il a coûté extrêmement cher. Il a coûté aussi cher qu'un Princesse Mononoke, mais le problème n'est pas là, c'est une question d'échelle. Le problème, c'est que les films de Miyazaki marchent à un point commercialement qui fait qu'il n'y a pas d'autres films qui tiennent la comparaison. C'est pas les films de Takahata contre les films de Miyazaki. Miyazaki forme une catégorie à part entière. Ouais. On l'a dit, Miyazaki, c'est avec 23 millions d'euros pour Sento Chihiro, le film au Japon, toute catégorie confondue, qui dans l'histoire du cinéma, depuis que le cinéma arrive au Japon, a fait le plus d'entrées. Voilà, a eu le plus grand impact commercial. Avant tout n'importe quel film de prise visuelle, avant n'importe quel film japonais ou étranger. Donc ça, clairement, il est dans un... Et sur les 5 films japonais les plus vus de tous les temps, il y a 4 films de Miyazaki. Donc, en gros, personne ne peut lutter contre Miyazaki. C'est pas la peine de comparer. Donc, les films de Takahata sont les films qui se remboursent, hein, malgré le niveau de leur budget. Mais évidemment, on n'est pas dans ces eaux-là. Voilà, c'est une différence d'échelle qui dépasse de très loin à la fois le cas du cinéma d'animation, le cas du studio Ghibli, et presque le cas du cinéma en tant que tel. C'est-à-dire que le Miyazaki, on le sait, c'est une évidence, mais l'audience de son travail dépasse de très loin le cas du cinéma au Japon, maintenant depuis plusieurs décennies. Après, il y a une raison purement commerciale. Est-ce que, par exemple, Suzuki ou autre accepterait de lâcher le nom Ghibli, même sans Miyazaki, et de faire muter ça en une autre entité ou une autre studio? Parce que pour moi, c'est les studios Ghibli. T'as Takahata et Miyazaki. T'as le style Miyazaki qui a pris un petit peu le dessus, c'est-à-dire qui marche le mieux commercialement parlant. De temps en temps, lorsque Miyazaki ne sort pas un film, ce sont d'autres gens du studio qui le sortent, mais qui conservent le style un petit peu Miyazaki. Et je n'imagine pas aujourd'hui les studios Ghibli sortir un film comme Mind Game, par exemple. Un truc complètement fou, complètement génial, dans un style complètement différent. Et de se diversifier en faisant peut-être plus de jeux vidéo aussi, en commençant à produire d'autres types d'œuvres et en s'élargissant, parce que le jeu vidéo, c'est à une époque quelque chose, il me semble, dont Miyazaki ne voulait pas entendre parler. Finalement, Ghibli en a fait en leur propre nom pour Level 5. Donc, c'est pareil, il y a des brèches. C'est-à-dire qu'il y a eu une doxa, qui a été arrêtée donc, dans les années 80. Et finalement, les temps changent. Effectivement, le monde évolue. Et le problème est que, voilà, tout ce que Miyazaki Suzuki pouvait refuser par principe à la base, a été fait petit à petit. Il y a eu Pelkoku, effectivement, Kondo Katsuya qui a amené ce projet. Les relations personnelles, le fait que les uns et les autres s'entraident font que, à un moment donné, ils franchissent le pas. Malgré eux, peut-être un petit peu, mais ce sont des évolutions qui font que... je pense que le studio peut s'arrêter, c'est pas un problème. Hein. C'est, comment dire, c'est pas grave, on peut pas imaginer. Mais c'est une alchimie collective. Le fait est que sans la tête, soit effectivement il y a d'autres projets qui pointent de manière interne ou venant de l'extérieur et qui peuvent faire sens par rapport au niveau d'exigence qui est celui du studio jusqu'à là, même si c'est d'autres directions, même si c'est Mind Game. Hein. Moi, ça me semble pas inconcevable que j'aimerais bien Ghibli se lance. Ça serait assez iconoclaste, assez étonnant, mais c'est pas du tout, je pense, ni un scandale ni une tragédie que de se dire qu'on s'arrête plutôt que de vouloir absolument exploiter des parcs d'attractions, vendre des goods, etc. Enfin, c'est une voie possible aussi, bien sûr. C'est une voie possible, mais quand Miyazaki, Takahata ne seront plus là, et ben, les gens qui décideront de ça, je pense, c'est avant tout les ayants droit, c'est-à-dire leur famille, et puis les gens du studio. Mais Miyazaki à différentes reprises, s'est toujours dit qu'effectivement, lui ne dépend pas du studio. Le studio dépend de lui, sans doute, dans une certaine mesure, mais et donc il y a ce rapport un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que lui il s'en va, mais il reste là, il continuera à aller pendant 10 ans, et il a prévu, tant qu'il pourra conduire, d'aller dans son atelier tous les jours, donc il est à 100 mètres du studio, donc on voit bien c'est un peu l'empereur retiré. C'est une histoire qui est faite de va-et-vient, d'aller-retour, et ce qui lui importe, c'est d'avoir une liberté et en même temps d'avoir une forme de mainmise. Donc les deux ne sont pas forcément compatibles. Il y a une sorte de mouvement de la marée, ça monte, ça descend. Cette histoire-là n'est pas encore terminée. En tout cas, on a franchi clairement, effectivement, un palier. Et Miyazaki l'a dit clairement dans ses conférences de presse, et il l'a dit de manière assez belle. Il dit pour moi, il est très clair que mon époque du dessin animé long métrage est terminée. Okay.
Et donc, effectivement, 50 ans de carrière en tant qu'animateur, on peut considérer que c'est une carrière suffisante. Il a donné beaucoup de choses. Il continuera à donner un certain nombre de choses sous d'autres formes. Mais c'est quand même assez. Je pense qu'on peut à la fois accepter et admirer effectivement à la fois le geste et le moment de c'est extrêmement rare de voir quelqu'un conclure lui-même sa carrière et d'arriver à boucler le tout en disant c'est bon, là c'est bon, ça commence à être pas mal. Une nouvelle fois, donc, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Si vous ne connaissez pas Miyazaki, donc il y a quand même des films juste indispensables à voir. Donc, Mon voisin Totoro, quand même un des chefs-d'œuvre absolus jamais faits, alors tout confondu, hein. Tout confondu. Genre, on parle de tout, quoi, de tout ce qui est artistique. Vraiment, Mon voisin Totoro, c'est à voir absolument. Et donc, on se prépare aussi avec une belle année 2014, avec Le vent se lève qui sort le 15 janvier. Donc, je suis très curieux de le voir. Il sera également présenté, je crois, à un festival à Lyon. C'est Lumière en octobre. D'accord. On sera prochainement en première. Et ensuite, on a le Takahata qui arrive un peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a déjà une date d'envisager ou pas du tout. Au Japon, pas pour la France. Sort le 23 novembre. Le 23 novembre de cette année. De cette donc, année. Potentiellement en 2014, on peut peut-être avoir un Miyazaki et un Takahata. Magnifique. Merci à tous d'avoir suivi cet Extra Life. Merci d'y avoir participé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde.